Merci à vous. Donc on va pouvoir passer maintenant à la partie table ronde avec nos orateurs. Je vous rappelle donc sont présents Sébastien Meunier, Olivier Boya, Yannick Guerda et Guy Catin. Ce que je vous propose peut-être, messieurs, dames, si vous nous regardez, donc, si vous avez une question, d'allumer votre micro. Et puis, je commencerai peut-être par proposer aux spectatrices, spectateurs qui sont avec nous, aux participants, est-ce qu'il y a une question de la part du public dans un premier temps? Alors, si tel n'est pas le cas tout de suite, ce que je propose, c'est qu'on commence cette table ronde par peut-être une remarque qui me semble un élément qu'on a vu des différentes présentations, c'est la création ou l'aspect communautaire, ce que vous mettez en place. Alors, ma question, elle s'adresse à vous quatre. Finalement, comment est-ce qu'on fait concrètement pour peut-être soit mettre en place sa communauté, puis surtout éventuellement l'animer? Je ne sais pas si quelqu'un se sent de répondre à cette question. Je réponds volontiers. Alors, nous, on a plusieurs communautés, mais finalement, la principale qu'on a créée, c'est effectivement autour de e-séance. Et donc, aujourd'hui, on a une communauté qui représente environ, je crois, 2000 personnes qui sont actives à l'intérieur de cette communauté, qui échangent finalement toutes les semaines entre eux des idées, des propositions. Mais on se rend bien compte que finalement, les clients, par défaut, ne vont pas faire l'effort de le faire. C'est-à-dire qu'ils vont commencer au départ, ils vont créer un compte, ils vont commencer un petit peu partager deux, trois choses. Puis au moment où c'est que ça tourne, en fait, souvent, ils ont un petit peu tendance à oublier parce qu'ils ont d'autres activités. Donc c'est à nous, et on a effectivement un peu un community manager qui s'occupe de ça, mais de pouvoir toutes les semaines annoncer les nouvelles choses sur quoi on a travaillé, écouter les retours des clients, communiquer avec eux, dire écoutez, on a bien compris votre besoin, est-ce que vous pensez qu'on pourrait le faire d'une autre manière, est-ce qu'on pourra ajouter encore un peu des choses complémentaires dessus. Puis là, on se rend compte que d'autres personnes se greffent sur l'idée de base et qu'en fait, on en fait une idée un peu plus encore évoluée. Et que du coup ça vient dans le développement continu du produit, ce qui fait que c'est un produit qui n'est pas mort, mais qui est un produit qui est vivant et qui a un rythme de vie, alors chez nous, qui est déployé très régulièrement. On a un rythme de 15 jours, tous les 15 jours il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur le produit, mais qui fait que les clients se sentent vraiment intéressés parce qu'ils s'approprient le produit. Ils ne sont pas uniquement acheteurs d'une solution et puis on fait avec ce qu'il y a. C'est vraiment, ils sont créateurs du produit, co-créateurs, moi j'aime bien les appeler. Et puis c'est avec eux qu'on travaille pour produire et améliorer le produit. Puis il y a une deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a créé, je ne sais pas le mot exactement en français, un board, une espèce de comité qui sont censés les représenter. Et c'est avec eux finalement qu'on va définir un petit peu les grandes lignes de ce qui vient de l'ensemble des demandes. Là, si on prend les demandes sur e-séance depuis le début de l'année, on est à peu près à, je crois, 160, 170 demandes de propositions, de nouvelles fonctionnalités ou d'amélioration de fonctionnalités. Et on se voit tous les trimestres avec les membres de ce board pour valider quelles fonctionnalités on va mettre pour quand dans la roadmap du produit. Et donc c'est vraiment aussi pour nous, développeurs de logiciels, quelque chose de différent. On est sur cette fameuse agilité, mais agilité avec du client. Et je pense que c'est vraiment... c'est le futur, en fait, dans mon avis, en tout cas dans notre domaine d'activité du développement de logiciels, c'est vraiment en travaillant avec le client et pas en se mettant dans son coin à penser quelque chose, et on se rend compte à la première présentation qu'on est complètement à l'ouest parce qu'on ne connaît pas le business métier de nos clients. Merci. Sébastien Meunier, vous vouliez réagir? Oui, je voulais compléter parce que nous, la communauté est toujours la base de notre métier, de nos activités. Sans communauté, on ne peut plus rien faire. Mais on n'a pas l'objectif de vendre directement quelque chose à cette communauté, c'est simplement de les convaincre qu'avec une communauté, on peut faire quelque chose de plus grand, de plus large, on peut innover. Et aussi pour dire que dans la région, on a beaucoup de compétences. Et c'est là on peut les mettre ensemble. Donc nous, ça fait déjà, depuis que je travaille là, on travaille sur cette notion de communauté de réseau. On a des outils online, et puis tous les événements qu'on fait pour les mettre ces gens-là ensemble. Donc ça, c'est une communauté qui existe. Le challenge là, depuis 6 mois, c'est de se dire cette communauté, on la voit plus physiquement.
Donc il faut rentrer en contact, en dialogue avec cette communauté de manière différente, intensifier les échanges digitaux, mais aussi utiliser le téléphone, mais aussi utiliser des rencontres comme aujourd'hui pour dire hey, on est toujours là, et c'est toujours une valeur sûre. C'est ça la base. Après, elle devient digitale ou elle reste physique ou elle passe à un mixte. Et c'est là où il va falloir orchestrer, où il faut pour que on tire profit de l'ensemble des moyens et qu'on utilise encore plus cette communauté vraiment pour créer de la valeur dans notre région, Jura, Bâle, Suisse en général, mais européen. C'est que là où on va pouvoir apporter, nous, une valeur. Merci. Guy Catin. Alors nous, c'est évident que on fait quelque chose de très similaire à ce qui s'est dit. La particularité du produit montre est que c'est un produit de luxe. Et depuis les 6 derniers mois, c'est très calme. On ne se permet pas d'être autant actif que le deuxième semestre de 2019 sur les réseaux sociaux pour présenter, expliquer notre modèle d'affaires et pour faire agrandir la communauté. Monsieur Guerda l'a très bien dit. C'est pas d'un jour à l'autre que la communauté se fait. Il faut alimenter la communication pour expliquer notre approche, pour avoir des retours. Et on a eu d'excellents retours dès qu'on a été en ligne. Mais depuis le Covid-19, depuis 6 mois, on a nous-mêmes totalement arrêté notre action sur les réseaux sociaux et notre action d'une manière générale. Mais on va recommencer en présentant des nouveaux modèles de montres le mois prochain. Mais notre approche a été faite. J'ai même moi-même dû faire il y a 1 an un film pour expliquer notre approche et le retour aux sources. Étant donné que on en est bien conscient, d'une certaine manière, on tire dans les jambes des autres marques et puis de la distribution traditionnelle. Notre but est clairement d'avoir une petite communauté, de rester une marque de niche, mais de se démarquer de cette manière-là. Puis je suis assez confiant sur la possibilité d'y arriver, mais il faut du temps aussi. Très bien, merci. J'entends un micro qui s'agite sur la plateforme Teams. Est-ce que quelqu'un aurait voulu réagir avec effectivement une question? Je sais pas, vous arrivez à la lire? Peut-être je peux me lever pour la lire, Ouais, du coup, parce que... Alors, je n'ai pas de micro et de webcam à disposition mais je souhaiterais dire à Guy Catin, pour la présentation très intéressante, ajouter que je pense que le Covid va, pousser les marques horlogères à se diriger vers des stratégies similaires à la vôtre. Cette stratégie me semble fonctionner quand on voit les initiatives similaires qui payent, comme celle de la marque Code 41, qui pratique aussi que le crowdfunding est une forme de crowd design pour permettre à la communauté d'influer le design des futures montres. Donc là, c'était monsieur Steve Berbera. Je ne sais pas si on peut scroller, peut-être est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été écrites qu'on pourrait prendre. Des remarques techniques au préalable, je crois. Alors, on a donc une réaction de quelqu'un qui est enthousiaste par rapport au modèle proposé. Donc, effectivement, sur du crowdfunding, vous avez parlé de crowdsourcing. Ce que je retiens de ce que vous dites, finalement, c'est que finalement, la communauté, il faut l'animer. C'est tout un travail effectivement qu'on pourrait déléguer à un community manager, mais vraiment à quelqu'un qui a des compétences en animation. Et puis, il faut en faire quelque chose, si je comprends. Et là, visiblement, on a des exemples concrets. Vous allez essayer de co-créer ou de faire quelque chose. Est-ce que vous faites, Monsieur Catin, du crowd design ou pour l'instant donc du design proposé par votre communauté ou pas encore? Alors actuellement, très peu, étant donné qu'on a l'essence de notre produit, comme je disais tout à l'heure, c'est un produit de luxe, mais c'est un objectif très clair qu'on aimerait avoir.
Ça ne se fait dans l'horlogerie pas du tout. La marque Code 41 qui a été mentionnée tout à l'heure est partie totalement dans cette direction-là, mais c'est une marque très jeune qui a des directions qui sont similaires à ce que nous, on est en train de mettre en place. Nous, on est vraiment l'horloger traditionnel existant depuis 160 ans, donc on est les seuls à opter pour une direction comme ça. Mais il faut savoir que dans d'autres domaines, c'est déjà clairement établi comme direction. Et puis il faut bien dire que les millennials, les consommateurs d'aujourd'hui et demain, ont une approche totalement différente. Ils sont beaucoup plus informés qu'on l'était quand on avait leur âge. Donc il y a dans certaines branches, notamment l'horlogerie, beaucoup de choses qui ont toujours été cachées. Moi, j'ai fait partie jusqu'à maintenant de cette horlogerie-là. Quand on parlait Swiss Made, c'était bien loin de... Il y avait plus du 50% qui était... je disais, il y avait le 50% qui ne venait pas du tout de la Suisse. Et on continue dans l'horlogerie actuellement dans cette direction-là. C'est pour ça que je parle, moi, de revenir en arrière, revenir aux sources, à la base, et puis d'offrir vraiment un Swiss Made digne de soi, tout en sachant que dans notre domaine, depuis le 1er janvier 2017, on a l'obligation d'avoir le 60% des composants qui viennent de Suisse. Nous le sommes actuellement, mais notre but est de tendre vers le 100%, d'offrir vraiment du Swiss Made et cette traçabilité, cette transparence qui aujourd'hui n'existe pas du tout. Merci. Peut-être une autre question, maintenant que j'y viens, peut-être pour avoir aussi votre point de vue, Olivier Boyat. Tout à l'heure, Yannick Gerda parlait de qu'est-ce qui reste des expériences qui ont été menées. Donc il a présenté des succès, mais aussi effectivement des ratés. Finalement, avec cette présentation, on a dû s'adapter avec le Covid. Qu'est-ce qui reste d'une expérience comme celle de la Fondation rurale interjurassienne pendant la période du Covid, et puis aussi après, tout à l'heure, peut-être Sébastien et Guy, qu'est-ce qui reste de vos expériences avec cette période particulière, Olivier ? Eh bien, par le fait un peu trouble d'être confiné, puis individualisé, de se remettre en question, cette remise en question, en fait, elle a amené une meilleure réponse de notre communauté, de vous, de moi, sur notre alimentation. Et lorsqu'on va sur un marché, lorsqu'on vend un abonnement de légumes ou des choses comme ça, il reste maintenant qu'on a beaucoup plus d'intérêt, d'écoute qu'avant. Parce que justement, les gens se sont remis en question, ont vu que tout n'était pas gagné. Et en se remettant en question, il reste donc les circuits courts, que ce soit dans les montres vendues par Guy Catin ici présent, que ce soit dans les relations via le net vendues par Yannick Gerda et Arsionnet. Eh bien, nous, dans nos produits de terroir, on a diminué les kilomètres. Il reste la relation la plus courte possible avec le client. Merci. Sébastien ? Oui, avec plaisir. J'ai envie de dire, ce qui reste, peut-être des points un peu divers, mais un peu d'efficacité. C'est-à-dire, pourquoi se déplacer pendant 4 heures pour venir à une séance qui va durer 1 heure, alors qu'on se branche. Et donc, je pense que fondamentalement, on ne va pas revenir en arrière où on ne fait plus rien de digital. On a fait un pas en avant, et puis on va se rendre compte que... ne serait-ce que pour gagner du temps, être plus efficace, on va raccourcir, on va regarder sur beaucoup de choses en ligne qui ont démontré leur efficacité dans tout ce qu'on a fait. Un autre exemple, je crois, où on a démontré dans des groupes qu'on a mis en place à 5-6 personnes, étalés sur 3, 4, 5, 10 semaines, on est capable de monter, de développer un projet et d'arriver à la conclusion du projet avec des gens qui n'ont jamais travaillé en ligne. Ça a marché, ça a fonctionné, et encore une fois, c'est efficace. Et ça, je crois que c'est des choses qui fonctionnent. Maintenant, on est tous des hommes, on est des êtres sociaux, ce qui veut dire qu'on a besoin du contact. Il faut qu'on trouve un juste milieu qui fonctionne bien. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui.
c'est sûr que le contact humain doit être gardé. Bien sûr. Ça va diminuer, mais les réunions, si le Covid nous le permet, bien entendu, dans une situation normale, vont réexister. Dans des modèles différents, en tout cas dans mon secteur, je parlais de Baselworld, c'était uniquement destiné aux professionnels. Nous, clairement, on va directement vers le consommateur final. Et s'il y aura des réunions, ce sera directement avec le consommateur final. Très bien. Moi, je retiens effectivement l'idée centrale, garder le lien, coûte que coûte. Est-ce que je me tourne maintenant vers les participants sur Teams? Est-ce qu'il y aurait éventuellement une question? Bonjour. Alors, par les différentes actions qu'on fait sur notamment les réseaux sociaux, on arrive à mesurer, et puis on arrive à mesurer exactement qui vient, jusqu'où sur notre shop. On sait exactement combien de temps, en moyenne, sur une période donnée, le consommateur reste sur notre site. On sait aussi jusqu'où il va. Donc ça, c'est mesurable et on le sait dans le temps. C'est toujours mesurable. Tout au début, je me rappelle, très rapidement, on avait, je crois, 250 montres dans le panier. Aucune commande. Où était l'erreur? Je reconnais qu'on a eu des problèmes techniques pour différentes raisons. Mais il y avait des éléments assez particuliers. Alors, de nouveau, ça nous donne des informations et on réadapte notre action. Mais encore une fois, il faut avoir de la patience. Je disais il y a quelques mois, moi, je suis toujours en mode start-up. Mais les retours qu'on a eus, si on m'avait dit que je vendrais des montres au Kazakhstan ou je ne sais pas dans quel pays à l'autre bout du monde, je vous aurais dit, mais pas possible. Alors que là, c'est arrivé. C'est vrai que derrière le shop, Monsieur Gerdal a aussi mentionné avec son exemple du paysagiste ou du jardinier, il faut mettre en place toute une logistique. Pour moi, ça a été, d'un jour à l'autre, j'ai dit au revoir à tous mes clients. Je me rappelle d'être allé au début de l'année passée chez mon meilleur client au Japon en lui disant ben voilà, maintenant j'enlève les intermédiaires. Je lui ai proposé quelque chose qui aujourd'hui me paraît toujours très cohérent, mais c'est vrai que je lui enlevais sa marge. Et il fallait que je trouve un modèle parallèle, en tout cas pendant un certain temps. Mais il n'a pas accepté. Donc d'un jour à l'autre, j'ai dit au revoir à tous mes clients. Donc il faut être un peu fou de se lancer là-dedans. Et puis, ben oui, c'est particulier, ça à mettre en place. Il y a des éléments très importants de présentation, d'explication qui doivent être mis en place. Et puis des correctifs à faire. Donc voilà. Olivier Boyard. Sur la mesure et les indicateurs, en fait, on n'est pas encore très bon.
dans le court terme, si vous faites une publication sur un réseau social, vous pouvez voir le nombre de personnes touchées, etc. Ça, c'est facile. Il y a encore des alertes Google ou des outils comme ça qui permettent de savoir si on parle de vous. Après, les chiffres en francs dans les valeurs alimentaires, comme il se dépense à peu près que 2% sur les médias, sur les plateformes en ligne, les aliments se vendent encore plutôt en physique. Donc on remesure les effets de nos efforts digitaux en allant, par exemple, sur un marché ou envers nos acteurs et en leur demandant physiquement, ces ventes sont souvent physiques. Et pour pallier à ça, comme dans ces labels que je vous ai montrés, il y a 130 producteurs, on a fait une association où ils se sont retrouvés cette semaine, justement, une association où, justement, sous la forme associative et en physique, c'était en tout cas en physique, les gens viennent annoncer leur top and flop, c'est-à-dire les choses qui ont bien marché. J'ai fait 228 paniers de légumes à livrer, ça a monté énormément du 15 mars jusqu'au 15 juin. Au 15 juin, ouverture des frontières alimentaires, j'ai plus rien, etc. Mais c'est pas très quantifiable, c'est assez subjectif ce genre d'indicateur. Et là, il nous faudra être meilleur dans les plateformes de vente en ligne. Ma vision est que ces plateformes de vente en ligne avec nos produits soient plus efficientes, mais qui mènent, comme le Garden Center Brunniman, qui mènent vers une vente physique. Et là, on a tous les indicateurs au moment où la vente est déclenchée en ligne, et on peut les collecter là. Mais nous, on a encore du travail, et bravo pour l'avoir fait avec ce monsieur Brunniman. Très bien. Je crois qu'il y a une question. Il y a une question. Merci à vous de Merci. cette question. Il y a peut-être quelque chose qui est dans le... Ouais, si je peux vous demander, monsieur Gerda, d'aller voir. Alors, la question est... Non, en fait, c'était merci pour l'événement qui est très pertinent et intéressant. Ok, très bien. Donc, merci à vous pour cette remarque. Très bien, je vois qu'il est 13h37. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire encore par rapport à cet aspect, ces aspects-là? Sinon, Sébastien? Peut-être juste un point, c'est-à-dire, je crois qu'on personne n'a la science infuse. On a des outils et puis il faut jouer avec et tester. Et puis faire un retour, analyser les indicateurs, ils sont dans le rouge, ils sont dans le vert, et puis apprendre. Et puis des plateformes comme ça pour essayer d'échanger des expériences. Je pense que c'est une des meilleures manières d'avancer. Exactement, échangeons nos expériences. Peut-être justement, notamment, si je peux finir par ces deux annonces, en tout cas, vous rappelez que l'entier de ce que nous avons vu aujourd'hui peut se retrouver sur la plateforme économie.digital, digital sans E. Donc vous aurez l'entier des interventions. Je tiens à vous remercier tous les quatre, et spécialement aussi à M. Gerda et à Arsenet de nous avoir reçus ici dans ce studio. Donc je vous rappelle, ce studio qui appartient à Arsenet, comme il le présentait tout à l'heure. Et encore une fois, merci pour cette mise à disposition qui nous a permis de passer un moment tout à fait Rolls-Royce-esque. Voilà, si je peux finir par là. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir été présents, et très bon après-midi, maintenant que vous avez peut-être profité de votre lunch derrière votre écran. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.